Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet épisode de Dans la cage. En forme, Pat? Très en forme, toi, mon Ben. Ça va très bien. Je sais que tu es ultra occupé. Et tu m'as manqué la semaine passée. Je vais l'avouer. Merci à Max Carabine. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter Ouais. ou de regarder le podcast, mais Max a Exact. vraiment bien fait ça. A mis la table ouais, pour Max, le Dana White Contender Series. Yes. J'étais pas là pour une bonne cause. Ben- On va en parler longuement, mais j'étais à l'extérieur, mais tout s'est bien passé. Effectivement, pour une très, très, très bonne cause. Yohan Lennes qui a fait son entrée à l'UFC officiellement avec une performance incroyable. On va parler à Yohan dans quelques instants, puis Pat, on va revenir, c'est sûr, sur l'UFC 268 cette fin de semaine. Honnêtement, Yes. une des belles cartes qu'on a eues depuis un certain Ouais. temps. Là. Ouais, exactement. Une des plus belles cartes de l'année et probablement un des plus beaux combats de l'histoire de l'organisation. Le combat de l'année, ça, c'est sûr et certain. Entre Gage et Chandler, on va en reparler. Ça. On en reparle, mais tout de suite, on va aller retrouver ton ami, un ami de l'émission et officiellement le 4e Québécois dans l'UFC présentement, Yohan Lennes. Salut, Yohan! Salut les boys. Comment tu vas? À quoi? Une semaine, jour pour jour, là, de ton entrée officielle à l'UFC. Ça s'est passé mardi dernier à Dana White Contender Series. Ah, écoute, je me sens très bien. Je suis un gars qui revient assez rapidement sur Terre, fait que oui, je suis content. Par contre, on est parti 17 jours à l'avance. L'organisation avait demandé ça, fait que veux pas, quand tu es ici puis que tu as une routine d'établi et tout, t'as pas juste ça à penser à ton combat qui s'en vient. Mais quand tu es à l'extérieur comme ça, puis qu'un coup tu t'es entraîné 2-3 heures dans ta journée, après tu t'en vas dans ta chambre d'hôtel, tu as juste ça à penser. Fait que très satisfait, mais content d'avoir été chercher une victoire comme ça, c'est sûr. Pat était avec toi parce que il a repris du service. En fait, on en parlait souvent. Il voulait pas trop s'impliquer. Tu sais, oui, il était coach, mais pas coach de combattant professionnel. Il a son gym, c'est un gars ultra occupé. Mais Pat, ma question va s'adresser à toi. Pourquoi tu as choisi de t'impliquer finalement avec Yohan Lennes? Comment il a fait pour te convaincre? Ben écoute, Yann, je l'avais rencontré lors de son combat pour la ceinture pour Akish Fury. C'est vraiment là qu'on a connecté. Puis je l'avais aidé un petit peu dans sa préparation pour ce combat-là, plus en conseil que vraiment en coaching, je te dirais. Puis après ça, ben là, il a vu que il était rendu dans une étape très importante dans sa vie. J'imagine qu'il a aimé les conseils que j'ai donnés, puis l'espèce de ligne directrice que je pouvais lui donner aussi avec l'expérience que j'ai. Puis après ça, il est venu me voir, puis il me l'a demandé assez carré. Ça veut dire, ça n'a pas été très, très compliqué. Là. Il me l'a demandé, puis honnêtement, puis je suis content que tu le dises parce que je ne l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre. Tu sais, Johan, c'est devenu un super bon ami, mais c'est un gars qui est super facile à coacher. C'est un gars qui a le cœur à la bonne place aussi. Puis Johan, on veut tous devenir célèbres et riches, mais Johan, il ne fait pas ça pour ça. Johan, il fait ça parce qu'il est passionné de ce sport-là. Ça, c'est une des grandes qualités que je pense que beaucoup d'athlètes n'ont pas aujourd'hui. Ils pensent trop au butin à acquérir plus qu'au processus à faire pour l'avoir. Johan n'est pas dans ce monde-là. Johan, il est prêt à travailler. Je pense qu'on n'a pas vu beaucoup de ça. On n'a pas vu beaucoup de Yohan Lennes présentement. Il n'a pas beaucoup passé de temps dans la cage, pas juste à l'UFC, mais dans sa carrière. Et il y a un potentiel qui reste encore beaucoup à exploiter. OK, Yohan, on va revenir. On va passer une dizaine de minutes ensemble, mais je veux vraiment qu'on rentre dans le détail de ce qui s'est passé mardi passé. Tu en as glissé un mot, là, tout ce qui s'est passé auparavant, là, les 17 jours à Vegas, l'entraînement et tout ça, et le fait que tu étais omnubilé. Mais, je veux dire, ça n'aurait pas pu mieux se passer, là. Parce que non, quand tu rentres à Dana White Contender Series, c'est pas juste la victoire qui compte, là. C'est la façon de gagner. Tu avais beaucoup de pression sur les épaules. Comment tu as approché le combat? Comment tu te sentais, quoi,
lorsque tu marchais vers la cage? Ah ben, c'est sûr que c'est important d'avoir une bonne équipe autour de toi. C'est sûr que ça reste que le soir du combat, tu es tout seul dans la cage. Tes coachs peuvent te donner des conseils, mais il n'y a personne d'autre qui mange les coups que toi, puis c'est toi qui dois les donner aussi. La force mentale est très importante. Écoute, c'est des mois et des mois de visualisation avant ce combat-là. Tu sais, souvent, les gens voient le soir du combat, mais il y a tellement de travail mentalement et physiquement qui se font avant le combat. Comme tu dis, c'est sûr que j'avais à faire une grosse performance. Tu sais, il y a des gars qui ont fait des bons combats aussi avant moi, mais qui n'ont pas eu le contrat. Je savais que j'avais une shot où est-ce que je devais être performant, puis où est-ce que je devais sortir le meilleur de moi-même. Puis je suis vraiment content d'avoir été en mesure de le faire. C'est sûr que d'avoir été... j'étais pas le favori, j'étais underdog, donc à 4 ou 5 contre 1. C'est sûr que ça me joue dans la tête un petit peu aussi. Par contre, les gars m'ont vraiment bien brainwashé. Pat puis Lévy étaient avec moi. Puis tu sais, ils m'encourageaient, ils me motivaient beaucoup. Puis j'étais vraiment prêt à rentrer dans le combat là, de manière agressive. Puis j'avais une seule idée en tête, c'était d'aller chercher la victoire. Puis il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter là. Pat, Johan a parlé du fait qu'il était négligé à 5 contre 1. Moi, j'ai écouté avec les commentateurs en anglais, bien sûr, Michael Bisping. Il ne connaissait pas Johan, visiblement. Il connaissait probablement un petit peu mieux son adversaire, Justin Burlinson, puisque c'est un Anglais. On sentait un petit peu le côté de Bisping, le parti pris là, pour le Britannique. Puis il disait que pratiquement que Johan n'avait pas grand chance de gagner ce combat-là. Je pense que vous, toi et Lévy, et je ne sais pas si toi, Johan, aussi, tu avais cette vision-là, mais vous trouviez ça un petit peu ridicule que le gars soit favori autant, hein? Ouais, 5 contre 1, oui, surtout que c'est arrivé le soir du combat 5 contre 1, parce que Johan, il était négligé, mais il était négligé genre 2, des fois 3 contre 1 sur quelques sites. Mais là, le soir du combat, ça a complètement changé. Il est devenu 5 contre 1. Tu sais, des choses comme ça, ben, ça vient avec l'expérience que tu ne te fais pas déranger avec. Je pense que, tu sais, avoir eu Lévy, qui a beaucoup de grosse expérience de coach, et avoir eu moi aussi comme expérience, j'ai été quasiment négligé dans toute ma carrière. Je pense qu'on a été capable de sortir de ça, de cette espèce d'engouement dans sa tête. Voyons, s'est-tu entraîné pour le bon gars? Il est-tu vraiment si bon que ça? J'ai 5 contre 1. À un moment donné, c'est ça que ça fait aussi. Puis les odds, pourquoi qu'il y a des odds? C'est parce que le monde, il risque leur argent parce que les odds vont être déjoués. C'est à ça que ça sert. Il n'y a rien de plus le fun que de déjouer les odds quand tu es un combattant parce que la pression n'est pas sur toi. La pression est sur lui qui est favori. Puis, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que oui, on a vu le chaos spectaculaire de Johan, mais ce qui s'est passé avant, moi, c'est de ça que je suis plus fier de Johan, parce que il s'est ramassé dans une guillotine, c'était vraiment, vraiment serré, la guillotine. Il s'en est sorti, il y a eu une clé de bras, il s'en est sorti. Et ça, là, on l'a fait exactement, ces sorties-là, on les a faites dans le vestiaire 5 minutes avant de sortir. Parce qu'on savait où on s'en allait, on était super bien préparés. Johan connaissait son adversaire, nous autres, on le connaissait. Ça, c'est important lorsque tu arrives dans un combat et puis tu connais les forces de ton adversaire. La guillotine, je peux te le dire, elle était très, très profonde, très serrée. Johan s'en est sorti comme ça. Puis quand il a sorti, j'ai fait OK, that's it. Là, il ne peut plus rien nous arriver. On dirait que ça m'a comme enlevé beaucoup de stress dans ma tête quand c'est sorti cette guillotine-là. Je savais qu'à un moment donné, ça allait passer. Je te vois sourire, Johan. Tu es d'accord avec tout ce que Pat a dit? Ah, tellement vrai. Puis, tu sais, moi, je suis quand même un gars qui est très obsédé. Puis, tu sais, aller jusqu'à la veille du combat, je regardais encore des combats de Justin Burlinson, mon adversaire. J'étais couché dans mon lit, puis je regardais des combats, puis je me disais, il va faire ci, il va faire ça, il faut que je sois prêt à ci, je sois prêt à ça. Puis la sortie de guillotine, comme Pat dit, on l'a travaillé 5 minutes avant que j'embarque dans la cage. Fait que c'était frais dans ma tête. Puis, tu sais, souvent, les combattants professionnels, je veux pas généraliser, mais des fois, ils sautent les techniques, ils trouvent ça plus agréable de faire du sparring ou de faire autre chose, mais c'est là que tu vois que c'est tellement important de travailler les petits points techniques puis de driller des techniques comme ça pour que ça devienne naturel. Puis pour en venir à ce que Pat il disait qu'il était toujours underdog, ça, c'est la phrase qui m'a le plus mis en confiance. C'est quand 10 minutes avant qu'on embarque dans la cage, il m'a regardé dans les yeux, Pat, puis il m'a dit « Hey, moi, là, j'ai été underdog toute ma carrière, OK? » Puis c'est là que c'est le fun de gagner des combats, c'est quand t'es underdog. Puis là, dans ma tête, je me suis dit « Ah ouais, hein? On va leur montrer. » Dans ma tête, ça m'a vraiment allumé. Fait que
je suis un gars qui est très calme avant mes combats, c'est le plus calme possible, mais ça m'avait vraiment mis en confiance. Fait que quand je dis que c'est important d'avoir une bonne équipe, ça en est la preuve. Là. Ça a été quoi les. Je sais que tu en as parlé un petit peu durant l'émission dans tes entrevues en anglais avec l'animatrice, mais. Puis tu as dit que tu t'en rappelais pas, mais là, est-ce que ça t'est revenu parce que tu as parlé pas mal à Dana White? Je me rappelle que tu me dis. Je sais pas si ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit tout de suite après le combat? Il m'a dit, t'as rendu compte que tu étais underdog à 1 contre 5 puis que tu viens de le finir. Tu viens de mettre le Apex on fire. Là. You put the Apex on fire. Fait que là, j'étais comme, wow. OK, c'est bien, c'est bon. Je regardais bien parce que tu l'as bien dit tantôt, puis je suis allé revérifier tantôt. Il y a un gars, pas longtemps avant toi, je pense 2 combats avant toi, qui a réussi un KO vraiment spectaculaire avec un coup de pied renversé. Il a réussi ce KO-là au 3e round. Les 2 premiers rounds avaient été assez ternes. Tu te dis, mon Dieu, avec un KO comme ça, ultra spectaculaire, c'est sûr que ce gars-là se ramasse un contrat. Non, il n'y a pas eu de contrat. Ouais. Donc, l'importance de le finir aussi au premier round, je veux dire, ton destin est entre les mains de Dana White. C'est spécial là, comme compétition. Oui puis non, parce que le désavantage de se battre à la dernière émission, c'est sûr que tu as beaucoup de désavantages parce qu'il est plus critique, il est plus sévère. Mm-hmm. Si tu passes en début d'année, en début de saison, il va en signer beaucoup plus dans les premières émissions qu'à la fin. Ça, c'est une chose. Après ça, ce genre d'émission-là, tu ne peux pas te permettre de jouer safe. Il faut que tu y ailles all-in. Tu n'as pas le choix. Ouais. Parce que même si tu perds le combat, ça se peut que tu te fasses signer, puis c'est déjà arrivé dans la saison. C'est une émission exactement qu'il ne faut pas que tu sois safe. Il ne faut pas que tu joues sécuritaire. Il faut que tu y ailles all-in. Puis c'est le style de toute façon à Johan. Puis Johan va se faire aimer énormément de l'organisation à cause de ça. Il va se faire aimer des fans aussi qui vont le découvrir. Parce que c'est un gars qui aime donner un spectacle. C'est un gars qui est capable de le donner aussi. Puis qui joue jamais safe. Je veux dire, il y a 6 finishes en 8 victoires. Ça parle d'elle-même, ça fiche. Fait que, oui, tu sais, il a fini avec un KO, un coup de pied spectaculaire. Mais les 2 premiers rounds, ça a été long. Là. C'était très, très long. T'sais, il y a eu 5 gagnants. Il y en a juste 2 qui ont signé des contrats. Ça démontre aussi la dureté de rentrer dans cette organisation-là. C'est pas juste parce que tu gagnes que tu vas te battre au UFC, la grosse organisation. Mais, en tout cas, je le répète, tu te bats à la dernière émission de la saison, tu as besoin de donner de bonnes performances parce qu'il va être très, très sévère rendu à la fin de saison. Johan, Pat a dit en entrevue, en fait, tu étais sur notre émission samedi à l'UFC 268 sur les ondes de RDS. Pat a dit, Johan, c'est un diamant à polir. Je pense qu'il a juste atteint 50% de son potentiel. Premièrement, comment tu réagis quand tu entends ça? Parce que ça demeure des beaux compliments. Puis de 2, j'imagine que tu en es conscient et que vous en avez parlé. Qu'est-ce qui te reste à améliorer? Qu'est-ce que tu veux faire dans les prochains mois pour ton arrivée officielle à l'UFC? C'est sûr que oui, ça fait du bien d'entendre ça. Par contre, je le sais que j'en ai beaucoup à apprendre encore. Honnêtement, ça va faire seulement 2 mois et demi, 3 mois que je travaille avec Pat à temps plein. Puis j'ai l'impression d'en avoir appris, si c'est pas autant, même plus que dans mes 3 dernières années. Là. Des petits détails techniques. Puis on travaille beaucoup sur l'aspect physique, conditionnement, travailler mon corps, mon endurance, mon équilibre, mes jambes. Puis c'est des aspects que j'avais beaucoup négligés dans mes dernières années, dans mes derniers mois. Je suis un gars qui est très solitaire puis qui s'entraîne beaucoup par moi-même. J'ai pas besoin de personne pour me dire « va faire ton entraînement » ou « je me lève le matin puis j'ai envie d'y aller puis je fais mes choses ». Mais là, d'avoir quelqu'un comme Pat qui me structure, qui me dit « tu vas faire ci, tu vas faire ça », puis je vais toujours être prêt à en donner plus. Puis c'est sûr que ça me motive énormément. Puis les aspects sur lesquels je vais travailler, je veux rien négliger. Je vais travailler mon jiu-jitsu, je vais travailler ma lutte, je vais travailler mon conditionnement physique, mon combat debout aussi. Fait que je pense que c'est ce qui va faire que je vais être capable de sortir du lot, c'est que je vais toujours être en mesure de m'adapter à mon combattant, puis de lui imposer un rythme que j'ai envie de jouer avec lui. Fait que on a une belle vision, on a une grande vision, on a des gros objectifs, puis peu importe le travail que je vais devoir faire, je vais le faire. Puis c'est sûr que c'est motivant d'avoir un gars comme Pat Côté qui croit en toi. Là. Que j'ai dit aussi à Johan, j'ai dit, rentrer au UFC, c'est quelque chose, mais d'y rester, c'est encore plus dur. Puis aussitôt que tu vas te sentir confortable dans ta vie d'athlète, c'est là que ça va commencer à mal aller. Aussitôt que tu deviens confortable dans tes souliers, dans un combat, c'est la même chose. Tu n'es pas supposé être inconfortable dans
dans un sport que tu reçois des coups de poing sur la gueule. Tu comprends? Il faut tout le temps que tu te mettes dans une situation inconfortable pour être capable de sortir de meilleur de toi-même. C'est la même chose dans l'entraînement, c'est la même chose dans une vie d'athlète. C'est pas facile, il y a des sacrifices à faire. Ça te prend une structure. C'est encore beau qu'il se soit rendu à The Contender en s'entraînant tout seul. C'est un exploit assez incroyable pour vrai, là. Mais maintenant, il y a besoin d'une structure, il y a besoin de quelqu'un qui s'occupe de ces choses autour de lui. Puis pour moi, Johan, c'est comme mon petit frère. C'est comme je l'ai pris sous mon aile parce que ça me fait plaisir. Je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis on est plusieurs qui l'aiment beaucoup puis qui veulent son bien. Puis je pense qu'on s'est tous mis ensemble puis on a créé une belle communauté autour de lui parce qu'on croit vraiment en lui. Puis c'est un bon gars. C'est un bon gars dans ce sport-là. C'est ça qui est cool. Non, mais puis tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que c'est un sport individuel, mais c'est rendu tellement un sport d'équipe, les arts martiaux mixtes, parce que les combattants qui sont au top, on parle d'équipe, on parle du gymnase Tristar, on parle de H2O, on parle d'American Top Team, on parle de Sanford MMA, on parle de Trevor Whitman, toute son équipe au Colorado. On les a vus cette fin de semaine. Lee Villeneuve, Lévis-Labrie, Pat Côté, tout ça, là, je pense que c'est ça, ça prend plusieurs personnes. Ça prend un village, en fait, là, pour amener un combattant à l'UFC. Puis on en a la preuve quand on voit les champions aujourd'hui qui sont aussi bien entourés. Yoann, avant de te laisser partir... Puis si je peux me permettre, il y a beaucoup de gens qui me disent, là, un coup, tu es dans l'UFC... On a perdu Yoann, je pense qu'il va t'empêcher de se reconnecter. T'es là. OK, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui me disent, là, vu que tu es à l'UFC, penses-tu t'en aller à l'extérieur? Est-ce que tu veux te déplacer pour aller apprendre des meilleures techniques et tout, puis pour avoir une meilleure équipe? Mais mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est de garder mon équipe ici, puis de démontrer aux gens que quand tu as une bonne équipe autour de toi, tu peux finir champion de l'UFC, puis tu peux atteindre les grandes lignes pour faire de grandes performances. Fait que oui, mon équipe, elle est solide. Mon équipe croit beaucoup en moi. Je vais essayer de leur donner le plus que j'ai, du plus profond de mon cœur, tout ce que j'ai. Puis je veux garder la même équipe puis me rendre au sommet avec eux. Là. Ben, c'est tout à ton honneur. Avant de te laisser partir, Yoann, dernière question. Qu'est-ce qui t'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? Je sais que tu parlais de ta petite coupure à l'œil, une coupure qui te fait du souci depuis quelques temps. Donc, prendre le temps de guérir, mais j'imagine aussi battre le fer pendant qu'il est chaud. Là, c'est trouver un petit peu le bon compromis là-dedans. Oui, clairement. Je veux recommencer à m'entraîner le plus rapidement possible. Là. Je suis en train de manger un mur chez nous. Là, fait que c'est sûr que là, j'ai une structure à aller chercher. J'ai vraiment confiance en Pat. Il sait qu'est-ce que je dois travailler. Il sait. Je veux travailler beaucoup ma force peut-être dans les prochaines semaines, travailler mon explosion, continuer à boxer, continuer à faire mon jiu, travailler des petits détails techniques. C'est sûr que ma blessure, c'est important que je la guérisse. Là, j'ai envoyé mes points de suture aujourd'hui. Fait que j'aime ça parler de tout ça avec mon équipe. J'aime ça prendre les conseils. C'est sûr que je ne veux pas attendre 8 à 9 mois avant de me battre. Si je pouvais me battre peut-être dans les 5-6 prochains mois, ça serait optimal. Je vais discuter avec mon équipe, puis on va prendre une décision. Puis un coup la décision va être prise, on va ouvrir les valves. Là. Ben, la raison pourquoi... Vas-y. Ben, la raison pourquoi il n'est pas au gym, là, c'est à cause de ma faute. Moi, j'ai dit de rester chez eux, de se reposer. Johan, il s'est battu 5 fois en 1 an, c'est énorme. Et là, il me gosse depuis 3 jours pour revenir au gym. J'ai dit non, reste chez vous. C'est important que tu te guérisses. C'est important que tu penses à d'autres choses avant de retomber là-dedans. Puis ils vont venir, c'est correct, ils vont venir. Mais la raison pourquoi il n'est pas au gym, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Ah, c'est bon, pas de côté. Je voulais pas en parler, là. C'est correct. Le boss a décidé. Yoann Lennes, félicitations encore une fois pour cette superbe performance KO premier round contre Justin Burlinson à Dana White Contender Series. Tu rejoins Marc-André Barriault, Charles Jourdain et Eamon Zahabi comme Québécois dans l'UFC. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. J'ai très hâte de te revoir officiellement dans la grande organisation bientôt. Merci à vous autres, les boys. C'est toujours apprécié de vous parler. Merci beaucoup. All right. Ciao, Yoann. Ouais. Ciao. Pat, ouais, t'as un petit, comme tu dis, tu as un petit diamant sous la main. Puis c'est excitant de voir un gars qui a vraiment puis on l'écoute, puis on l'entend, il a une bonne tête sur ses épaules, là, il est à la bonne place et tout ça, donc ça va être motivant de travailler avec lui. C'est passé plein de choses là-bas, tu sais, puis j'ai dit à Yoann, je pensais jamais revivre une marche vers l'octogone. Honnêtement, je pensais jamais revivre ça parce que ça me tentait pas d'être... Tu sais, j'apprécie ça, tu sais, j'ai apprécié ce moment-là, puis quand on est arrivé au Apex, il y avait beaucoup de monde qui travaille en arrière des rideaux de l'UFC, puis
moi, j'ai toujours eu une super bonne relation avec ce monde-là. J'ai toujours été super respectueux, super gentil. Quand je suis arrivé là, tout le monde, on s'est tous sauté d'un bras, puis on était contents de se revoir, même après quand même des années. Puis on dirait que j'étais revenu chez nous. J'étais revenu dans ma maison, on dirait. Puis, Yoann, il a vu ça, puis il a dit OK, ça se peut que ça devienne ma maison à moi aussi. On dirait que ça a comme fait une relation qui se sentait bien dans cette atmosphère-là plus rapidement. Tant mieux si ça l'a aidé. En tout cas, moi, j'étais bien content de revoir tout le monde là-bas. Ben, c'est ça, effectivement. Peut-être de voir que quelqu'un que ton entourage est aussi à l'aise, tu n'es pas dans l'inconnu parce que tu peux le guider, tout ça, c'est sûr que ça a eu un impact. Bref, on va suivre ce qui va se passer avec Yoann Lennes, mais une très belle performance à Dana White, Contender Series. OK, Pat, le temps file parce que là, on a passé un bon 20 minutes avec Yoann Lennes, mais il faut en prendre une autre bonne partie de l'émission pour parler de l'UFC 268. Yep. Bon, on l'a dit d'entrée de jeu, une carte incroyable, début à la fin. Concentrons-nous sur les combats principaux. Kamaru Usman qui défend sa ceinture contre Colby Covington. 5e défense de titre, si je ne m'abuse, pour Kamaru Usman. D'ailleurs, on commence vraiment à le mettre dans la catégorie des meilleurs de tous les temps, et peut-être même le meilleur moyen de tous les temps. Combat serré, somme toute. En fait, Colby Covington est quand même revenu en force après être passé proche de se faire passer le KO au deuxième round. Mais le problème, c'est que Kamaru Usman n'a comme pas de trou dans son jeu. Hein? Oui, mais en même temps, je ne sais pas ce qui est arrivé dans les 2 premiers rounds de Covington. Il n'était pas là pantoute. Il a commencé le combat au 3e round. On va se dire qu'il a perdu le combat à cause de ça. Il a commencé le combat ben trop tard. Et au premier et 2e round, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est à la marche vers l'octogone, il semblait extrêmement nerveux. Je ne sais pas si dans son visage, dans son langage corporel, il semblait vraiment, vraiment nerveux. Puis il était tout pogné, là. Il était pogné il bougeait pas bien, c'était rien qui sortait dans le premier round. 2e round non plus, il s'est fait toucher. Là, au 3e round, il a commencé un petit peu à retrouver ses repères. Ça faisait quand même plus d'1 an qu'il ne s'était pas battu. Fait que c'est peut-être ça aussi, mais les 2 premiers rounds n'étaient pas là du tout. C'est pour ça qu'il a perdu le combat. Puis après ça, j'ai senti Ousmane ralentir, par exemple. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de trous dans son jeu. Il a encore stuffé 11 takedowns, 11 tentatives de takedown. C'est sûr, il est très dur à amener au sol. Mais il a ralenti quand même. Le rythme, à partir du 3e round, il a commencé à devenir élevé. Puis c'est plus lui qui gagnait les échanges à toutes les fois. Il s'est fait toucher. Puis Ousmane, à toutes les fois, j'allais dire, quand il se fait toucher, il tombe un peu sur une neutre. C'est là qu'il faut capitaliser. C'est sûr que c'est facile dans son salon, là, quand on regarde la télé. C'est ça. Ça. Mais puis, je vais revenir sur l'affaire de dire, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Le greatest of all time, qui va surpasser Georges, qui va ça. Tu peux pas comparer les époques. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, de comparer les époques, dire, OK, il est pas meilleur que Georges parce qu'il a battu lui. Là, tu regardes Georges, Georges a battu des BJ Penn, des Matthews, des John Fitch, quand ils étaient dans leur top, des Josh Matt Serra, Condit, Nick Diaz. Et là, tu regardes ce que Kamaru Usman a fait. Oui, il y a 18 victoires de suite. Il a battu 2 fois Masvidal, il a battu 2 fois Covington, Tyron Woodley. C'est des gros noms aussi. J'ai de la misère à comparer les deux. Je trouve que ça se fait pas. C'est comme dire, OK, Kamaru Usman est meilleur que Matthews. Matthews, dans son temps, le sport était là. Là, le sport a évolué. Maintenant, là, c'est Usman qui domine son sport. Tu peux pas. J'ai bien de la misère à comparer les époques et dire, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui est meilleur que l'autre dans la vie d'aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais les airs ont changé. Puis j'ai bien de la misère en tout cas, moi, personnellement, j'ai de la misère à dire que Georges l'a battu Matthews, ça, c'est facile de dire qui est meilleur. Mais entre Ousmane et Georges, là, il faut que tu te remettes aux statistiques. Et les statistiques, la seule statistique que Ousmane a davantage sur Georges, c'est la série de victoires qui est à 18 et le nombre de takedowns qu'il a subi, qui est 0 et qui est 3 à place de Georges. Toutes les autres statistiques, c'est à l'avantage de Georges. Les coups lancés, les coups absorbés, les takedowns réussis. Fait, au bout de la ligne, the greatest of all time, c'est pas impersonnant, ce choix-là. Puis de toute façon, on en parle parce qu'on est une émission d'arts martiaux mixtes, puis c'est ça qui fait jaser, en fait, les gens. Ça demeure des débats de gérants d'estrade.
Parce que de toute façon, Absolument. ces deux gars-là font ce qu'ils ont à faire, gagnent leur combat de façon décisive. Kamaru Usman, il est présentement, et ça, je suis d'accord avec ça, présentement le meilleur combattant livre pour livre en arts Ouais. martiaux mix. Mais comme tu dis, c'est présentement. Puis malheureusement, on ne verra jamais Kamaru Usman à son sommet affronter Georges Saint-Pierre à son sommet. Si on pouvait retourner dans le temps et faire ce combat-là, ce serait épique. Mais Oui, sauf que on dirait que Georges serait à son sommet, mais Ousmane ne le serait pas à son sommet. C'est pour ça que je te dis, c'est impossible. C'est C'est ça. impossible à quantifier. Là. Là, il commence à faire le ménage, par exemple, de sa catégorie pas mal. Là. Tu l'as dit, il a battu 2 fois Covington, 2 fois Masvidal. Il a passé le KO à chacun de ces gars-là. Je pense qu'il lui reste un défi, en fait 2 défis. Leon Edwards et je pense, et bien personnellement, je pense que Leon Edwards n'est pas celui qui peut donner du fil à retordre à Kamaru Usman. Ben là, Leon Edwards va se battre contre Masvidal. Donc, il le batte en premier. C'est ça, c'est pas fait ça non plus, effectivement. Mais s'il passe Masvidal, je pense que là, on n'aura pas le choix. Là. Ça fait comme 5 ans qu'il est supposé d'avoir un combat de championnat. Ça n'a pas d'allure. Mais Hamzat Chimaev, avec dans 2, 3, 4 combats, s'il continue, dans 2, 3 combats, s'il continue à dominer autant. T'as raison, sauf qu'il a battu personne du top 10. Il est très bon, c'est vrai qu'il est très, très solide, super en confiance, c'est une rising star. Mais Dana White a dit, regarde, il va falloir qu'il gagne 2, 3 combats face au top. Là, puis, je suis d'accord, il peut devenir vraiment un threat, il pourrait devenir vraiment un problème au champion. Fait on verra ce qui va arriver. Là, moi, ce qui me gosse un peu là, de Kamaru Usman, là, il veut se battre à la boxe contre Canelo. Honnêtement, là, il n'est même pas proche là, de pouvoir donner un combat à Canelo Alvarez. Même si Alvarez a fait un combat vraiment ennuyant samedi, là, il reste que ça. J'espère qu'on ne fera pas ça. Là. Parce que, honnêtement, là, ça ne va pas attirer tant que ça, ce combat-là. Sérieux, là. Ça va pas. Je pense pas que ça va être super populaire, ce combat de boxe-là. Non, puis ceux qui suivent les arts martiaux mixtes savent que Kamaru Usman est un combattant incroyable. Mais c'est pas la plus grande star de l'UFC, loin de là. C'est pas. Sauf erreur, je pense pas qu'il a déjà fait un gala pay-per-view où il était le seul. Où son titre était le seul qui était en jeu. Je pense qu'à chaque fois, il y avait d'autres ceintures, il y avait d'autres championnats du monde en jeu. En tout cas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, est-ce qu'il est. C'est ça. En tout cas, le A-side dans un combat de boxe contre Canelo, ce serait clairement Canelo. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Dana White a mis un peu le frein là-dessus. Là. Il ne permettra pas à Kamaru Usman d'aller faire ça. À moins que ça change. Oubliez ça pour l'instant. OK. Rose Namajunas contre Zhang Weili, Pat. Combat, ça s'est terminé en quoi? 1 minute 20 la dernière fois. Coup de pied à la tête de Rose Namajunas, qui avait terrassé la championne à ce moment-là, qui était la chinoise. Il a fallu qu'elle puise dans ses ressources, Rose, là, Tug Rose, pour venir à bout de Namajunas. Mais je pense que corrige-moi si je me trompe, le coaching a vraiment fait une grosse différence dans ce combat-là. C'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas vraiment debout dans les premiers rounds pour Rose. Surtout qu'elle s'est mise à lutter et à travailler un peu plus techniquement contre Zhang Weili. C'est là qu'elle a pris l'ascendant. Oui, le premier round, ça a bien été debout pour Rose, mais après ça, tu as raison. Mais moi, je trouve que, oui, Rose, elle a gagné, mais je trouve plus que c'est Zhang Weili qui a perdu le combat. Elle a fait sa carrière à l'UFC en mettant énormément de pression, en faisant la bully à ses adversaires, en s'imposant physiquement, en lançant beaucoup de coups, en fonçant. Et là, face à Namajunas, si tu lui laisses prendre le rythme du combat, ben c'est ça qui va arriver. Tu vas te faire pincer au bout du poing, puis tu vas bien de la misère à toucher la cible. Les 2 premiers rounds, on n'a pas touché la cible Zhang Weili. Elle était loin. Elle était vraiment loin. Elle était tout le temps loin, tout le temps loin. Puis un gros KO comme ça, ben, ça peut faire ça aussi. Hein. Ça peut mettre un frein sur l'explosion vers tes attaques. C'est pas, on verra bien, mais ça n'a pas été une grande performance pour Zhang Weili, surtout quand elle était sur son dos, il n'y a rien qui se passait. Elle n'essayait pas de se relever. Le 5e round a passé les 3 dernières minutes sur son dos. Au pire, elle donne le dos, fait essaye quelque chose. C'est vrai que c'est un combat serré. Est-ce que j'avais une décision partagée? Non. Je pense que moi, j'avais une décision unanime avec Namajunas, mais
C'est un jeu, c'est plus un jeu d'échecs qu'un gros combat flamboyant, je pense. On a essayé de placer nos pions tranquillement, pas vite, mais il n'y a jamais personne qui s'est rendu au roi, dans le fond, pour faire un échec à part. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis quand je te parlais de coaching, c'est que on allait souvent dans le coin de Rose. C'était vraiment beau à voir. Pat Barry qui parlait en premier, Trevor Whitman qui parlait en deuxième. Les deux avaient chacun leur aspect. Et puis, quand on lui a dit à un moment donné, va au sol, là, ils se sont rendus compte rapidement qu'au sol, Zhang Weili, n'était pas dans son élément. Là, puis les 2 derniers rounds, notamment le 5e, c'était une balade dans le parc pour Rose, là, alors qu'elle a complètement. Elle est vraiment venue sceller l'issue du combat dans ces 2 derniers rounds-là, alors en contrôlant, pas nécessairement en essayant de finir son adversaire, mais en la contrôlant. Donc, c'était bien fait stratégiquement de ce côté-là. Elle va affronter, sauf à moins d'une surprise majeure, Carla Esparza. Ça risque d'être intéressant. C'est une des seules qui l'a battue, en fait. C'est la seule défaite qui lui reste à venger. Le Rose Namajunas, c'est Carla Esparza. Ils ont battu en finale de l'Ultime Combattant en 2014, un certain temps. Ça va être intéressant. On oublie aussi Jessica Andrade. Jessica Andrade, on pourrait faire la trilogie. Les deux ont déjà gagné un combat. On oublie ça aussi. Yona Jędrzejczyk, on ne sait pas trop ce qui se passe avec elle. Jessica Andrade, le problème, c'est qu'elle est rendue à 125 livres, là, en fait, c'est ça. Fait qu'il faudrait qu'elle redescende à 115. Qu'elle redescende, exact. Mais elle est capable de le faire si on lui offre un combat. Mais oui, c'est vrai que logiquement, c'est Carla Esparza, mais Dana White a dit c'est pas nécessairement elle qui va avoir le combat de championnat du monde. On a peut-être une autre option. Mais on n'a pas su c'était quoi l'option. Fait que je suis pas sûr que du côté de l'UFC, on est bien très, très emballé en faisant un combat de championnat du monde avec Carla Esparza. Il y a Marina Rodriguez, je pense, et qui est sur une belle séquence aussi. Je pense qu'elle est classée 3e. Et elle est mexicaine. Donc, peut-être qu'on voudrait faire quelque chose avec Brandon Moreno. En tout cas, c'est peut-être une décision marketing à ce moment-là. Donc, à suivre chez les 115 livres. Le mot clé que tu as répété, en fait, pas mal souvent durant le combat entre Justin Gaethje et Michael Chandler. Quelqu'un qui les a comptés pour quelqu'un qui les a comptés pour moi, puis j'ai dit « Ah ouais, tant que ça. » Mais c'était ça. C'était juste ça d'un bout à l'autre. Puis là, je me trouve un petit synonyme à un moment donné quand il y a des combats de même. Mais écoute, ça va venir. Là, je suis conscient, mais exactement. Wow, ça n'avait pas de bon sens. On s'attendait à un combat comme ça, mais je pense qu'ils nous en ont donné encore plus de ce qu'on s'attendait. Surtout de la façon qu'ils ont réussi à résister aux attaques des autres, la résilience. Tout ce combat-là était incroyable. Puis, dans une entrevue que j'ai donnée le vendredi, j'avais dit, vous allez voir, ça va être la belle violence. Là, tout le monde riait. Tu vois, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tu sais, les gars se sont tapés dessus pendant 15 minutes, puis il n'y a pas eu plein de temps mort. Là. Quand je dis 15 minutes, là, c'est 15 minutes, là, sans arrêt. Là. Puis à la fin, on se prend des bras, puis on est content de ce qu'on a fait, puis on est content du spectacle qu'on a donné. Ça s'explique pas. C'est ça, les arts martiaux mixtes. C'est ça. Oui, le combat était ultra violent. Oui, le combat, il y a eu du sang. Mais au bout de la ligne, il y a un respect incroyable qui s'est développé entre ces deux gars-là. Puis à la fin, on s'est pris d'un bras, les deux ensanglantés, puis on était contents de ce qu'on avait fait. Ça s'écrit pas, ça. C'est Justin Gaethje c'est exactement ça qu'il a dit après le combat. Il a dit 15 minutes de guerre. Il a dit on n'est pas né dans la bonne époque. On aurait dû se battre au Colisée de Rome à l'époque de l'Empire romain. On le fait aujourd'hui. 15 minutes de guerre, respect mutuel. Chandler a tout un menton, on va se le dire. Parce que Justin Gaethje, là, il frappe fort, il avance, la jambe. J'aurais pas voulu être la jambe de Michael Chandler. Elle doit être encore mauve 3 jours plus tard, c'est sûr, sa jambe avant. Chandler commençait à travailler au corps. Chandler travaillait au corps, commençait à travailler au corps. Ça a affaibli un peu Justin Gaethje, mais plus que le combat avançait, plus c'était avantage à Gaethje, parce que c'est ça son genre de combat. Il a tellement été dans des guerres comme ça, mais il a trouvé quelqu'un qui était capable de rester avec lui. Puis, Ben, tu sais, moi, je peux te dire, je l'ai vécu, là. À un moment donné, dans un combat, tu reçois tellement de coups que tu sais que jamais tu vas recevoir un qui va te knocker.
On dirait que tu viens comme Ah, ouais. dans un Twilight Zone, tu viens comme avec une armure virtuelle, puis OK, vas-y, frappe-moi, je sais que je vais être capable de rester debout. On dirait que ta confiance, elle vient comme te protéger des coups qui te lancent. C'est bien bizarre, là. C'est sûr qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre ça. Là. C'est Mais ça. même si tu te fais pincer au premier round, à un moment donné, là, ça commence une guerre, c'est une guerre. Puis à un moment donné, tu regardes l'autre et tu te dis man, tu peux me lancer tout ce que tu veux, c'est sûr que je ne vais pas tomber. Puis ça arrive souvent dans plusieurs combats quand il y a des gros échanges comme ça. Je l'explique des fois, je dis viens à un moment donné dans un combat que on dirait que tu viens comme invincible. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner le combat, mais tu vas prendre tous les coups. C'est pas nécessairement bon pour la santé, mais tu vas toutes les Non. prendre, puis tu vas continuer à avancer. Puis à la fin, tu vas regarder le combat, tu dis comment j'ai fait. Mais tu rentres dans un mode genre je sais pas, blindé, on dirait. Intéressant. Puis c'est ce qui est arrivé, en fait, parce que après le premier round, ou les premières déjà, après les premières minutes, on se dit OK, ce combat-là ne se rend pas à la limite. C'est sûr qu'un des deux gars tombe. Puis finalement, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Les deux gars ne voulaient rien savoir. Et on s'est rendu à la carte des juges. Ça a été une décision unanime pour Justin Gaethje. Tu as parlé de meilleur combat de l'année. Donc, dans ton esprit, c'est le combat de l'année 2021. Je suis allé voir, là, j'en ai quelques-uns de données. Ouais. Holloway contre Kattar au mois de janvier de l'année passée, ça avait été une domination de Holloway, C'est mais ça. quelle guerre, ça aussi. Sanagan contre Delicious, ça a été toute une guerre. Puis il n'y a pas si longtemps, Ortega contre Volkanovski à l'UFC 266, ça avait été un solide combat. Moi, je pense que le round de l'année était dans ce combat-là. Volkanovski a passé près de 2 fois se faire une soumission. Finalement, est revenu sur le dessus. Je pense que c'était le deuxième round. Ça a été des super combats, mais celui-ci a ton vote? Il va être dur à déplacer. Il va être dur parce qu'il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas. C'est un bon vieux combat old school, qu'on se plante les pieds puis on y va par en avant. Ça rentre dans des combats comme Ben Melendez contre Diego Sanchez, Diego Sanchez contre Lee Guida, Shogun Rua contre Dan Anderson, le premier. Ça rentre dans ces classiques-là, à mon avis. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Robbie Lawler contre Rory McDonald, c'est mon préféré de tous les temps. Zhang Weili contre Joanna Jędrzejczyk il y a 3 ans. C'était fou, il y a 2 ans. C'est des combats comme ça qui sortent du lot. Donc, Justin Gaethje, lui, pour votre information, l'a dit clairement, là, il attend le champion de Poirier-Oliveira. Et hâte de voir. Ça s'en vient au mois de décembre, c'est le prochain pay-per-view, le championnat des poids légers. Puis, première moitié de 2021, on pourrait voir un autre combat de championnat du monde pour Justin Gaethje. Puis, avoir la suite pour Michael Chandler. 2 défaites de suite pour lui, mais je veux dire, tu peux pas y en vouloir. Là, il n'a pas perdu beaucoup de plumes là, avec ce combat-là dans la fin de semaine, même s'il a perdu le combat. Oui, il a peut-être perdu une coupe de cellules, par exemple. Là, mais c'est ça. On le dit souvent pendant la soirée. C'est spectaculaire, c'est le fun pour les fans, mais les gens, on se regardait en disant on vous conseille pas de vous battre comme ça. C'est pas. Non, pas bon. Faites pas bon pour ça. une carrière. OK? Oui, c'est le style à Justin Gaethje. Oui, il y a beaucoup de body de performance, il a fait de l'argent, mais jusqu'à quel point ça va hypothéquer sa vie plus tard. C'est plus comme ça qu'on se bat aujourd'hui dans les arts martiaux mixtes en 2020 2021. C'est plus comme ça. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais reste que Justin Gaethje, c'est tout le temps ça. Fait au bout de la ligne, je pense qu'il faut que tu penses qu'il y a un après aussi. Il faut que tu penses aussi que si tu veux faire une longue carrière. C'est sûr que c'est beaucoup de dommages qu'il a pris, mais c'est pas juste dans ce combat, c'est dans tous les combats. Donc, si tu me demandes si c'est excitant, oui. Si tu me demandes si c'est une bonne façon de se battre, absolument pas. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce genre de combat-là non plus. Fait que, vraiment pas. 95% du monde ne sont pas capables de faire ce genre de rythme-là, ce genre de combat-là. Fait que, essaye pas de faire ça juste parce que tu vas avoir l'air tough ou que tu vas donner un spectacle. Oui, tu peux donner un spectacle, mais sans recevoir une centaine de coups à la tête. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va finir l'émission, Pat, avec Frankie Edgar, parce qu'on parlait d'old school. Ça, c'en est un, OG, là. Frankie Edgar, ancien champion, qui se débrouillait pas si mal. Ça allait, plus le combat avançait, plus ça allait vite. Contre Chito Vera, qui a... il voyait, puis il a bien vu Chito Vera que les coups de pied rentraient, puis il savait qu'il tenait quelque chose. Finalement, au 3e round, en plein visage, en
pleine poire, en fait, sous le En pleine menton, gueule. le coup de pied avant. Je peux pas m'empêcher d'avoir une petite KO ultra spectaculaire, là. Un des beaux là, qu'on a vu dans l'histoire de Ouais. l'UFC avec des coups de pied. Je peux pas m'empêcher quand même d'avoir une petite pensée pour Frankie Edgar, qui a 40 ans, là, vient de subir quoi, une cinquième défaite à ses 7 derniers combats, dont 4 Surtout, c'est par KO, alors qu'il n'avait jamais subi de KO là, avant de se faire passer le KO par Brian Ortega il n'y a pas si longtemps, mais là, c'est exact. 4 en peu de temps. Là. Ça, c'est 3 défaites de suite, pas consécutives. Ces 3 dernières défaites, pardon, c'est par KO. Lui, il n'a pas de l'air à vouloir arrêter. Je veux dire, lui, il s'en allait avec une victoire, il disait qu'il avait encore des aspirations à se battre pour le combat de championnat du monde. Là, je ne sais pas. Je pense qu'il y a du bonbon autour de lui. C'est une légende. On espère qu'il ne va pas finir comme BJ Penn ou Anderson Silva, qu'il va se rappeler juste de sa fin de carrière et non pas de ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est un gars qui. C'est la résilience sur 2 pattes là, en arts martiaux mixtes, ce gars-là. Je veux dire, c'est un gars qui a tellement travaillé fort. Il est devenu champion du monde contre toutes les odds. Il n'est pas supposé devenir champion du monde puis rester là. Il était tout petit. Il est devenu champion du monde, donné des guerres de fous, des combats légendaires. À 40 ans, j'imagine que s'est arrangé pour être correct après sa carrière. J'espère qu'il a fait assez d'argent pour ça, qu'il était assez intelligent pour ça. Parce que là, il faut qu'il pense à sa santé. De plus en plus, on voit la vieille garde prendre leur retraite. Dans les coups, ça a été Carlos Condit. Et là, bientôt, ça va être des gars comme Frankie Edgar aussi. Mais je pense que Frankie Edgar, c'est peut-être le temps. C'est peut-être le temps. Moi, je pensais, pour vrai, là, avant que j'entende son entrevue, je pensais que avec une victoire, il serait parti. Il était chez eux, avec une victoire, ça aurait été une belle sortie. Là, c'est pas une belle sortie. Peut-être qu'il va vouloir revenir pour partir sur une victoire, je ne sais pas. Mais, écoute, il faut qu'il pense à lui, il faut qu'il pense à sa famille, il faut qu'il pense à sa santé. Je pense qu'honnêtement, il serait peut-être le temps de se retirer. Oui, en tout cas, c'est ça. Il doit prendre le temps de penser ses blessures, là, parce que ce KO-là va peut-être laisser des traces aussi. Dans les autres combats dignes de mention, on a appris à connaître Alex Pereira, ancien champion de kickboxing, qui a battu 2 fois Israel Adesanya, qui a fini son adversaire avec un flying knee spectaculaire. C'était beau à voir. Bobby Green, qui a peut-être mis fin à la carrière de Al Iaquinta avec un gros KO également. Ça va être une histoire à suivre. 3e défaite de suite pour Edmund Shabazian. Et donc, l'UFC 268, un gala spectaculaire du début à la fin. En 2 minutes, Pat, je sais que vous avez congé cette fin de semaine. Le gala de samedi à l'UFC est présenté en exclusivité ici au Canada sur UFC Fight Pass, encore une fois. C'est une belle carte. En tout cas, la finale, moi, j'ai hâte d'avoir Max Holloway contre Yair Rodriguez. Peut-être le meilleur boxeur pur de l'UFC contre un des combattants les plus imprévisibles, peut-être. Ouais, créatif. Feu d'artifice à prévoir debout, là. Ouais, créatif, exact. Oui, exact. Ce combat-là était supposé d'arriver il y a quelques mois. Finalement, on garde ce combat-là. C'est sûr, aussitôt que ce combat-là est sorti, tout le monde était là. Wow, OK, ça va être tout un fight. Puis oui, j'ai tendance à donner avantage à Max Holloway. Si il revient comme le bon vieux Max Holloway, puis il lance des coups, il lance en volume, il est arrogant encore, puis qu'il pousse son adversaire, mais tu as fait raison. Du côté de Rodriguez, il peut te sortir de quoi qui est tellement imprévisible, inattendu. Il peut surprendre n'importe qui dans n'importe quel niveau. C'est pour ça que ce combat-là est tellement intéressant à regarder. Ouais, en tout cas, ça promet cette fin de semaine sur UFC Fight Pass. Vous êtes de retour dans 2 semaines, Pat, et je serai d'ailleurs avec toi. Ben oui. Pour le gala entre Caitlin Vieira et Miesha Tate le 20 novembre. Merci énormément. Félicitations, Pat, pour en fin de semaine. En fait, pour la semaine passée là, avec Johan. Merci. Écoute, c'est un travail d'équipe. C'est ça qu'on dit. Tu es tout seul dans l'octogone, mais c'est un travail d'équipe. Tu ne peux pas devenir champion du monde en frappant sur un sac de sable dans ton sous-sol. Sauf que c'est ça. Tout le monde a travaillé, puis je pense que tout le monde a vu le bien de Johan. Puis Johan, c'est un éponge, il prend tout, puis il livre la marchandise. C'est ça l'important, c'est qu'il livre la marchandise. Ça, là, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire dans des moments importants. Je travaillerai bientôt avec
Lévis-Labrie également là, sur Samouraï MMA. Le commentateur, le descripteur, et il sera mon analyste. Donc, très hâte de voir Lévis. Je l'ai félicité déjà par message texte. J'ai hâte de le voir en personne pour pouvoir le féliciter également parce que c'est de très beaux accomplissements. Là. C'était une superbe soirée mardi dernier. OK, Pat, merci énormément pour cet autre épisode. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Merci de nous suivre. Vous savez où nous trouver. Toutes les plateformes de balado-diffusion dans la cage. Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement donc le podcast à chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut Pat, salut tout le monde. Salut.